temples enveloppés de brume à l'aube, des rues pavées qui craquent sous les pas lents, des kimonos qui glissent dans l'ombre comme si le temps lui-même s'était suspendu, des cloches qui sonnent sans annoncer d'urgence, du bois ancien qui ne cherche pas à impressionner, mais seulement à perdurer. Kyoto ne s'impose pas par le bruit, elle s'impose par le silence. L'image touristique promet sérénité, tradition et beauté parfaite. Mais le vrai Kyoto ne se révèle pas sur une carte postale. Ici, chaque geste a du poids, chaque regard est mesuré, chaque coutume fait office de frontière invisible. Vivre à Kyoto, ce n'est pas observer le Japon, c'est apprendre à naviguer dans un système de codes qui ne s'expliquent pas, mais se perçoivent. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons la réalité de Kyoto. Le rythme quotidien qui ne transparaît pas sur Instagram, les femmes japonaises loin des stéréotypes, l'attirance discrète pour les étrangers, latino-américains et européens, qui perturbent l'harmonie sans un bruit, le désir contenu, les regards non confirmés, la gastronomie vécue comme un rituel et la tradition comme un moyen de pression. Nous aborderons également les croyances, les zones d'ombre et des histoires méconnues. Quiconque imagine Kyoto comme une ville d'une beauté idyllique ignore tout de sa complexité. Obéir. Arriver à Kyoto est une expérience unique au Japon. Le premier impact n'est pas visuel mais sensoriel. Le bruit diminue. Le rythme ralentit. Même l'air semble se mouvoir avec plus de précaution. Pour l'étranger habitué à la vitesse de Tokyo ou au chaos organisé d'Osaka, Kyoto donne l'impression que le temps s'est arrêté, suspendu au calendrier moderne. Le voyage lui-même confirme cette impression. Le Shinkansen s'arrête avec une précision chirurgicale, mais une fois descendu du train, tout ralentit. Pas d'écran géant criant des publicités, pas de foule qui se bouscule. Il y a de l'ordre, certes, mais pas l'ordre technologique des autres villes. C'est un ordre social, presque cérémoniel. Les gens marchent droit, parlent à voix basse, évitent les contacts inutiles. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la retenue. La comparaison avec Tokyo est inévitable et brutale. Tokyo, c'est l'impulsion, l'exhibition, une énergie constante. Kyoto, c'est l'observation. Tokyo vous absorbe. Kyoto vous scrute. Dans la capitale, l'étranger se fond dans la masse. À Kyoto, ils se distinguent. Non pas à cause de leur apparence, mais à cause de leur comportement. Le moindre geste déplacé est remarqué. Le moindre rire trop fort résonne plus fort qu'on ne l'imagine. Dès le premier jour, une sensation difficile à décrire s'installe. Celle d'être observé sans être confronté. Personne ne vous montre du doigt, personne ne vous corrige. Mais les regards sont là. Bref, précis, évaluatifs. Ils ne jugent pas ouvertement, mais ils sont perçus. Kyoto ne réagit pas. Elle prend note. C'est là que commencent les règles invisibles. Personne ne vous dit comment vous asseoir à tel ou tel endroit, quand parler et quand vous taire, comment vous comporter devant un temple qui n'est pas une attraction touristique, mais un lieu de vie. On apprend par l'expérience, par le malaise, par de longs silences. À Kyoto, le silence n'est pas vide. C'est un message. Se promener dans des quartiers comme Gion ou Higashiyama à l'aube renforce cette impression. Rues étroites, maisons en bois, volets qui s'ouvrent discrètement. Ici, la vie n'est pas exposée. Elle est protégée. L'étranger en quête d'exotisme immédiat est frustré. Celui qui observe patiemment commence à comprendre que Kyoto n'est pas une ville où l'on cherche à plaire à tout prix. Les transports en commun sont ponctuels, mais austères. Personne ne mange, personne ne téléphone. L'espace partagé est sacré. Rompre cette harmonie ne provoque pas de confrontation, mais crée une distance. Kyoto ne punit pas. Elle exclut subtilement. Le premier contact avec les habitants confirme cette logique. Un traitement correct, poli, mesuré, des sourires formels qui ne promettent aucune proximité. L'erreur fréquente est de confondre amabilité et ouverture. À Kyoto, l'amabilité est une forme de retenue, non une invitation. Cette dynamique est encore plus manifeste sur les marchés, dans les petits cafés et les commerces familiaux. Il y a des endroits où les étrangers sont les bienvenus et d'autres où ils ne se sentent tout simplement pas à leur place, non pas par xénophobie manifeste, mais en raison du rythme propre à la ville.
Kyoto protège son équilibre comme un organisme vivant. L'espace physique lui-même contribue à ce sentiment d'évaluation constante. Des temples qui exigent le silence, des jardins qui invitent à la flânerie, des escaliers qui interdisent la précipitation. Ici, le corps aussi doit s'adapter. Kyoto n'est pas faite pour la course. Nombreux sont les visiteurs qui ressentent un malaise difficile à expliquer durant les premiers jours. Ce n'est pas un rejet direct, mais une épreuve implicite. Savez-vous patienter? Savez-vous observer? Savez-vous vous taire? Kyoto ne vous accueille pas à bras ouverts, car elle n'en a pas besoin. Sa valeur ne dépend pas du visiteur. C'est pourquoi ceux qui arrivent en espérant une expérience touristique confortable se lassent vite. Kyoto ne se consomme pas. Elle se parcourt avec précaution. Et tous ne peuvent supporter cette exigence émotionnelle. Ici, la beauté n'est pas un don, c'est une responsabilité. Dès le premier instant, il est clair que Kyoto ne cherche pas à plaire. Elle cherche à préserver. Elle évalue ceux qui y entrent et décide, sans le dire, jusqu'où ils peuvent aller. Comprendre cela est la première clé. L'ignorer, c'est rester à jamais en surface. Ainsi commence la véritable expérience à Kyoto. Non pas comme un voyage, mais comme une épreuve silencieuse. Femmes de Kyoto, beauté discrète et désir maîtrisé. Parler des femmes de Kyoto implique d'abord de dissiper une idée reçue. Elles ne correspondent pas à l'image stéréotypée que beaucoup d'étrangers se font du Japon. Kyoto n'est ni kawaii, ni exagération émotionnelle, ni flirt ostentatoire. Ici, la beauté ne cherche pas à être vue, elle se cultive. Et cela change complètement la nature du désir. Physiquement, les femmes de Kyoto se distinguent généralement par une présence sobre et précise. Des traits délicats, une peau soignée, des mouvements mesurés. Aucun geste superflu. Leur posture est droite, leur démarche silencieuse. Leur regard bref mais précis. Il ne s'agit pas de froideur, mais de maîtrise. À Kyoto, le corps n'est pas utilisé pour attirer l'attention, mais pour maintenir l'équilibre social. Le langage corporel est essentiel. Une femme de Kyoto respecte l'espace personnel, ne touche pas sans raison, ne s'impose pas. Mais elle ne se fait pas non plus discrète. Sa présence se fait sentir sans être envahissante. Pour un étranger, surtout latino-américain ou européen, habitué à percevoir l'intérêt par le toucher, un large sourire ou la proximité physique, cette retenue est déconcertante. Ici, un regard soutenu une seconde de plus que d'habitude peut en dire plus que tous les mots. La différence avec les autres régions du Japon est flagrante. À Tokyo, la diversité dilue les codes. À Osaka, l'expressivité est plus libre. Kyoto, en revanche, conserve une éducation émotionnelle plus rigoureuse, influencée par des siècles de tradition, de politesse rituelle et de hiérarchies sociales implicites. Les femmes de Kyoto apprennent dès leur plus jeune âge à ne pas manifester immédiatement leurs sentiments. Le désir n'est pas réprimé, il est canalisé. Cette maîtrise des émotions n'implique pas une absence d'attirance. Au contraire, le désir existe, mais il s'exprime indirectement. Une conversation prolongée, une question inattendue et personnelle, un rire retenu au bon moment. L'intérêt n'est pas déclaré, il est suggéré. Et seuls ceux qui savent décrypter ces signes peuvent faire le premier pas. Ici, un phénomène se manifeste, que beaucoup d'étrangers remarquent sans le comprendre pleinement, l'attirance pour les hommes latino-américains et européens. Ce n'est ni une règle générale, ni un fantasme collectif, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils sortent des sentiers battus sans pour autant manquer de respect. Une expressivité mesurée, un contact visuel plus direct, une énergie émotionnelle particulière éveillent la curiosité. Non pas parce qu'ils sont exotiques, mais parce qu'ils représentent une autre façon de vivre le désir. Cependant, cette attirance n'efface pas les codes. Une femme de Kyoto peut être intriguée par un étranger tout en gardant ses distances pendant des semaines. L'erreur fréquente est d'interpréter un sourire comme une invitation. À Kyoto, un sourire est une marque de politesse. Un intérêt véritable se manifeste par la constance, la cohérence du comportement, la capacité à s'adapter au rythme local. Le contact visuel est primordial.
Il ne s'agit pas de longs regards insistants, mais de brefs coups d'œil répétés. Des silences partagés qui ne craignent pas de malaise. Des sourires discrets qui n'appellent pas de réponse immédiate. En Occident, le désir est validé. Ici, il est mis à l'épreuve. Et cette épreuve est émotionnelle, non physique. Les premières tensions apparaissent précisément à ce moment-là. L'étranger sent qu'il se passe quelque chose, sans pouvoir le confirmer. L'ambiguïté est épuisante. Kyoto n'offre pas de certitudes immédiates. De nombreuses relations restent en suspens, dans une zone grise, ni rejet, ni acceptation totale. Pour certains, c'est frustrant. Pour d'autres, c'est addictif. La femme de Kyoto protège farouchement sa réputation. Ce que pensent les autres n'est pas de la paranoïa, c'est la structure sociale. Chaque geste public a son importance. C'est pourquoi l'intérêt s'exprime rarement en public. Il se manifeste dans des contextes spécifiques, des moments maîtrisés, des conversations privées. Il n'y a pas d'improvisation émotionnelle. Ceci déconstruit un autre mythe, celui de la japonaise passive ou facilement accessible. À Kyoto, c'est tout le contraire. La barrière initiale est élevée, non pas par manque de désir, mais parce que le désir obéit à des règles, et ces règles sont non négociables. Quiconque tente de forcer la proximité, d'accélérer les choses ou d'interpréter des codes occidentaux inexistants est exclu du jeu sans confrontation directe. Kyoto ne rejette pas, elle se ferme. La distance s'accroît, la communication se refroidit, le silence s'installe. Vivre parmi les temples, routine, pression sociale et perfection. Vivre à Kyoto, ce n'est pas comme habiter une carte postale, c'est maintenir une tension constante entre ce que l'on attend de vous et votre véritable nature. La beauté éblouissante du visiteur exerce une pression inflexible sur le résident. Ici, le quotidien se déroule sous une pression silencieuse, celle de préserver l'équilibre. La routine quotidienne commence tôt. Étudiants en uniformes impeccables, employés au pas mesuré, commerçants ouvrant leurs boutiques avec une précision quasi rituelle. Aucun chaos apparent. Tout semble s'écouler sans accroc. Mais cette harmonie a un prix. Chaque geste est régi par des attentes tacites, inculquées dès l'enfance. À Kyoto, le travail ne se définit pas seulement par sa fonction, mais aussi par la conduite. Il ne suffit pas d'accomplir ses tâches. Il faut les faire correctement, avec la bonne attitude, sans se faire remarquer, ni paraître déplacé. L'excellence est de rigueur, mais discrète. Trop se faire remarquer peut être aussi problématique qu'un échec. L'idéal n'est pas de briller, mais de s'intégrer. La tradition imprègne la vie quotidienne d'une manière que les visiteurs perçoivent rarement. Il ne s'agit pas seulement de la présence de temples ou de festivals anciens, mais d'une façon de penser héritée. Le respect de la hiérarchie, la maîtrise de soi et une attention constante à l'impact de chaque action sur le groupe sont de rigueur. La liberté individuelle existe, mais elle s'exerce dans des limites claires. L'apparence joue un rôle central. S'habiller convenablement n'est pas une question de mode, mais de contexte. Des vêtements propres, discrets et bien entretenus. Rien d'excessif, rien de négligé. Le corps exprime la discipline. Même dans un cadre informel, une esthétique de la bienséance prévaut. Se sentir déplacé crée un malaise immédiat, même si personne ne le remarque. La réputation est un atout invisible, mais crucial. À Kyoto, elle se construit lentement et peut être facilement ternie. Une mauvaise impression, une attitude jugée égoïste ou une infraction aux règles tacites ne s'oublient pas de sitôt. Il n'y a pas de confrontation directe, mais plutôt une distanciation progressive. La sanction sociale n'est pas un conflit, mais une exclusion silencieuse. Cette crainte de perturber l'équilibre social façonne les comportements quotidiens. On réfléchit avant de parler, on pèse le pour et le contre avant d'agir. La spontanéité est réprimée. Non pas que les impulsions n'existent pas, mais parce que la stabilité collective prime. Il en résulte une société fonctionnelle, mais éprouvante émotionnellement. Pour les jeunes, la pression est particulièrement intense. On attend d'eux réussite scolaire, respect absolu des aînés et une définition claire de leur rôle social. La déviance n'est pas valorisée, elle est réprimée. Nombreux sont ceux qui grandissent avec le sentiment d'être constamment observés, évalués, comparés. Non pas par des individus en particulier, mais par le système lui-même.
Même les loisirs sont imprégnés de cette logique. Réunions, sorties, fêtes, tout est codifié. L'excès, la profusion, la perte de contrôle sont mal vus. Le plaisir existe, mais il est contenu. Kyoto ne réprime pas le plaisir, elle le canalise. Pour l'étranger qui décide de s'y installer, cet environnement est plus épuisant qu'on ne l'imagine. Au début, l'ordre est apaisant, puis il devient oppressant. S'adapter, c'est apprendre à constamment décrypter l'atmosphère, à ajuster son comportement et à modérer ses expressions émotionnelles. L'improvisation sociale permanente n'a pas sa place. C'est pourquoi Kyoto est plus éprouvante qu'il n'y paraît. Non pas à cause du travail physique, mais à cause de la vigilance intérieure qu'elle engendre. Vivre ici, c'est se surveiller sans cesse. Se demander si l'on a trop parlé, trop peu agi, ou enfreint une règle tacite. Étrangers à Kyoto, fascination, fétiche et malentendu. Kyoto attire un type de visiteurs bien particulier. Ce ne sont pas de simples touristes en quête de temples ou de jardins. Beaucoup arrivent avec une vision fantasmée. Le Japon de l'imaginaire occidental, peuplé de geishas, de kimonos, de cerisiers en fleurs et baigné d'un silence ancestral. Parmi eux, les Latino-Américains et les Européens se distinguent par une aura de différence qui éveille la curiosité et, parfois, une véritable fascination chez les femmes locales. Ce phénomène est loin d'être anodin. Pour certaines Japonaises à Kyoto, le regard étranger mêle exotisme et un sentiment de sécurité. Taille, posture, assurance dans les ruelles étroites et les temples anciens. Tout est observé, tout est jugé. Il ne s'agit pas d'une attirance manifeste, mais d'un intérêt discret et évaluatif, d'une étude silencieuse de votre personnalité et de votre façon d'évoluer dans leur univers. Cette fascination a son revers, l'idéalisation. Nombre de femmes occidentales, et même japonaises, arrivent avec des attentes romantiques ou sexuelles qui se heurtent à la réalité. La ville ne se prête pas aux approches faciles. Les codes sociaux y dictent distance, respect et maîtrise de soi. Ce sont des signaux subtils, des gestes que les étrangers interprètent souvent mal. Un commentaire maladroit, une confiance excessive ou un contact physique imposé peuvent briser un lien avant même qu'il ne se forme. Les Latino-Américains et les Européens, quant à eux, pensent souvent que la beauté discrète de Kyoto est synonyme de timidité ou d'accessibilité. La réalité est tout autre. La maîtrise de soi japonaise n'est ni un rejet, ni une soumission, ni une invitation. C'est une discipline sociale qui protège la réputation, l'image et l'autonomie. Le choc des cultures survient lorsque les deux parties agissent sur la base d'idées fausses. L'étranger attend une réciprocité immédiate, tandis que le local cherche à maintenir l'harmonie et la distance appropriée. Ainsi naissent de petites histoires qui pourraient sembler être des idylles potentielles, mais qui s'évanouissent avant même de commencer. Une rencontre dans un café près de la rivière Kamo. Rire, sourire, échange de mots en anglais ou en japonais, regards qui s'attardent quelques secondes de plus que d'habitude. Pour l'étranger, c'est un signe d'intérêt. Pour elle, un simple geste de politesse, rien de plus. Autre exemple, dans un ryokan traditionnel, un visiteur tente d'exprimer son admiration pour la cérémonie du thé, multipliant les éloges, tandis que l'hôtesse reste d'une courtoisie formelle. L'intérêt retombe car l'interprétation est erronée. Parfois, ces tensions engendrent des moments intenses, chargés d'un désir refoulé. L'énergie est présente, mais ne se concrétise pas. La règle non écrite est claire. À Kyoto, tout se fait avec patience, observation et respect. La séduction ici n'est ni agressive ni immédiate. Elle est silencieuse, lente, comme la lumière qui se pose sur un temple ancien. Certains étrangers apprennent vite, observer, écouter, s'adapter au rythme, accepter que l'intérêt ne s'exprime pas toujours par des signaux clairs. D'autres se frustrent, interprètent mal et repartent avec un sentiment de rejet. Mais même ces épisodes nous apprennent quelque chose d'essentiel sur Kyoto. Ici, il ne s'agit pas d'obtenir, mais de comprendre. La ville agit comme un filtre émotionnel, révélant qui respecte ses codes et qui ignore la complexité qui se cache derrière sa beauté. La fascination entre locaux et étrangers ne se limite pas à l'attirance physique.
Elle s'appuie aussi sur l'admiration pour la culture, une curiosité sincère, une volonté de s'adapter aux rituels, aux usages à table et à la sérénité du quotidien. Les touristes qui arrivent avec des désirs superficiels s'épanouissent rarement. Les Kyotoïtes le perçoivent immédiatement. En fin de compte, la présence de Latino-Américains et d'Européens est un catalyseur de tension et d'apprentissage. Pour eux, cette expérience enseigne la patience, le respect et la différence entre fascination et réciprocité. Pour les Kyotoïtes, elles confirment leur sens de l'observation et leur maîtrise de soi. Elles savent choisir qui aborder, ce qu'elles veulent partager et quand garder leur distance. Nuit à Kyoto. Alcool, masque et vérité partielle. Au coucher du soleil, Kyoto se métamorphose. Temples et jardins, où règne un silence respectueux le jour, se parent d'ombres qui accompagnent ruelles étroites et passages secrets. C'est alors que la vraie vie, celle qu'on ne voit jamais sur les cartes postales ni dans les guides touristiques, se dévoile. Façades en bois, lanternes illuminées et réverbères se reflétant sur les pavés humides composent un tableau mêlant romantisme, mystère et une impression d'être constamment sous surveillance, comme si la ville elle-même observait chaque mouvement. Dans cette atmosphère, les izakaya et les bars cachés, ces lieux que les touristes découvrent rarement, occupent le devant de la scène. Ici, les locaux baissent leur garde. L'alcool agit comme un catalyseur. Quelques verres de saké ou de whisky suffisent à faire tomber les masques de la journée, à faire céder les gestes les plus mesurés, à des conversations plus franches, sans jamais toutefois les dévoiler totalement. Les sourires deviennent plus sincères, les regards plus directs, et les silences prolongés, autrefois empreints de politesse, se muent en moments de complicité. Ce qui frappe les visiteurs étrangers, c'est la transformation des dynamiques d'attraction. Le jour, la discipline et la maîtrise de soi étouffent toute manifestation de désir. La nuit, le langage corporel s'affine, les gestes gagnent en éloquence et les sourires se chargent d'intention. Les femmes de Kyoto, réputées pour leur calme et leur discrétion, laissent transparaître de subtils signes d'intérêt, perceptibles par ceux qui savent les décrypter. Les hommes, quant à eux, abandonnent le sérieux absolu de la journée, affichant un humour plus décontracté, des plaisanteries privées et des gestes que seuls les habitués comprennent. Ces rencontres nocturnes sont toujours discrètes et fugaces. Elles peuvent avoir lieu dans un petit bar en bois, sur une terrasse isolée donnant sur un canal illuminé, ou dans une ruelle où la lumière d'un lampadaire suffit à 2 personnes pour partager un instant d'intimité à l'abri des regards. L'alcool facilite le contact, mais le désir reste mesuré. L'explicite est évité, l'implicite est amplifié. Les silences se négocient, les gestes se lisent, les pauses et les regards se décryptent. Tout se communique sans un mot, et la réciprocité s'établit par un accord tacite. Cependant, cette liberté nocturne a des limites bien précises. Kyoto nous apprend que la nuit n'est pas un permis de transgresser les règles, mais un espace où les codes s'adaptent, non pas s'abolir. Chaque geste, chaque approche, chaque conversation reste scrutée par une culture qui valorise la réputation, la discrétion et la maîtrise de soi. Les étrangers qui ne comprennent pas ces normes risquent de confondre intérêt et permission, admiration et acceptation. C'est pourquoi les histoires de rencontres ratées, de malentendus et de silences gênants abondent dans ces ruelles cachées. La nuit révèle aussi une autre facette de la ville, la pression que subissent ses habitants. Tandis que les touristes s'imaginent divertissement et romance, les locaux mènent une double vie au quotidien. Le jour, perfection et discipline règnent. La nuit, les émotions refoulées trouvent de brefs répits dans des conversations à cœur ouvert, des confessions partagées autour d'un verre et des gestes de complicité qui s'aventurent rarement hors des bars ou des ruelles. Ici, les masques se lèvent partiellement, révélant des tensions, des désirs et des frustrations que personne n'oserait exprimer en plein jour. Certains visiteurs trouvent ce Kyoto nocturne plus authentique, plus humain, mais aussi plus complexe et plus exigeant. La ville n'est pas un lieu où céder à ses pulsions les plus débridées. C'est une scène où l'on apprend que l'attirance et le désir requièrent patience, discernement et respect. Chaque rencontre est régie par des règles tacites,
où l'excès peut fermer des portes qui semblaient ouvertes le jour, et où la discrétion prime sur la satisfaction immédiate. Ce qui reste invisible: pression sociale, solitude et épuisement émotionnel. Kyoto, ce n'est pas seulement des temples enveloppés de brume, des jardins parfaits ou des rues pavées illuminées par des lanternes anciennes. C'est l'image que le monde attend et que les touristes recherchent dans chaque photo. Mais derrière cette beauté idyllique se cache une réalité bien moins connue. La pression sociale constante, la solitude silencieuse et l'épuisement émotionnel qui accompagnent ceux qui y vivent. Pour les habitants, la ville n'est pas un décor. C'est un système de règles invisibles. Dès leur plus jeune âge, les attentes sont inculquées comme un modèle qui guide chacun de leurs gestes. L'éducation ne se limite pas à l'apprentissage, mais englobe aussi le comportement, la maîtrise des mots, des gestes et des émotions, afin que rien ne perturbe l'harmonie collective. La moindre erreur, aussi insignifiante soit-elle, est perçue comme une rupture dans l'équilibre social. Un regard malencontreux, un rire trop sonore ou un geste spontané peuvent être sévèrement jugés. La beauté de Kyoto est préservée grâce à une discipline de fer qui devient un fardeau émotionnel pour ses habitants. La solitude y est omniprésente, même au milieu de la foule. Dès leur plus jeune âge, les femmes apprennent à maîtriser leurs émotions. Rires étouffés, désirs refoulés, sourires qui ne reflètent pas toujours leurs sentiments. Les hommes, quant à eux, sont formés à la courtoisie, à la mesure et à l'efficacité, évitant toute manifestation de vulnérabilité. Cette retenue émotionnelle engendre un vide silencieux. Les étrangers qui arrivent, attirés par l'image romantique de Kyoto, perçoivent souvent cette distance et l'interprètent comme du mystère ou du raffinement, mais derrière se cache une vie de restriction et d'une extrême maîtrise de soi. Les attentes sont presque impossibles à nourrir. Famille, réputation, travail, apparence et éducation forment une trame qui ne tolère aucune erreur. Chaque individu est constamment évalué, et la pression de ne pas décevoir ni perturber l'harmonie engendre anxiété et épuisement psychologique. Les habitants apprennent à sourire, à remplir leurs obligations et à maintenir une perfection extérieure, même s'ils se sentent intérieurement fatigués ou frustrés. Nombreux sont les jeunes qui confient en secret que Kyoto peut leur donner l'impression d'être une prison invisible, le plus bel endroit du monde où la liberté émotionnelle est bridée. La solitude se manifeste aussi dans la vie intime. La ville entretient un désir contenu et mesuré, où les relations amoureuses et sexuelles sont régies par des codes sociaux non écrits. Le contact humain est toujours soigneusement pesé, et ceux qui ne comprennent pas ces normes peuvent se sentir isolés. Les émotions intenses sont reléguées à la sphère privée, et le besoin de préserver sa réputation l'emporte sur toute envie d'expression. Hommes et femmes en résultent des désirs refoulés, de la frustration et des relations éphémères. La pression s'intensifie avec l'arrivée du tourisme. Kyoto a appris à vivre sous le regard du monde entier, et chaque geste, chaque rue, chaque temple est maintenu impeccable. Les habitants ont le sentiment d'être constamment observés, touristes prenant des photos, étrangers interprétant les gestes, visiteurs idéalisant une perfection qui ne reflète pas la réalité émotionnelle. Ce sentiment d'être épié s'accroît, et souvent, interagir avec des étrangers exige le port de masques supplémentaires, renforçant ainsi la distance émotionnelle. Le prix psychologique de cette perfection est élevé. Il ne s'agit pas seulement des apparences, c'est la discipline émotionnelle qui pèse lourd. La routine quotidienne, les rituels, l'obligation de garder son sang-froid en permanence et la pression de ne pas perturber l'équilibre social, créant un fardeau que seuls ceux qui ont vécu des années à Kyoto peuvent comprendre. Nombreux sont ceux qui avouent se sentir vides malgré la beauté qui les entoure, car la perfection exige des sacrifices intérieurs invisibles. Croyances, rituels et l'âme véritable de Kyoto. Kyoto éblouit non seulement par son architecture, ses jardins et ses rues pavées, mais aussi par son âme, façonnée par des siècles de croyances et de rituels qui imprègnent chaque aspect de la vie quotidienne. Le shintoïsme et le bouddhisme ne sont pas de simples doctrines. Ce sont des structures invisibles qui guident les comportements, régulent les désirs et définissent ce qui est honorable ou honteux. Chaque action, de la salutation à l'entrée d'un temple à la manière de traverser une rue,
est empreinte d'un code moral respecté sans discussion. Le karma et la réputation personnelle ont autant de poids que n'importe quelle loi écrite. Chaque décision, d'un geste d'affection à une relation amoureuse, est mesurée à l'aune de la conscience que l'honneur, une fois bafoué, est irrévocable. Ce poids culturel influence directement les relations humaines. L'amour et le désir ne s'affichent pas ouvertement. Ils sont contenus, négociés en silence, et ne s'expriment que lorsque le respect et la confiance le permettent. C'est pourquoi les étrangers qui viennent à Kyoto en quête d'exotisme constatent souvent que le magnétisme de la ville ne se dévoile pas de lui-même. Il exige compréhension, patience et sensibilité. Les rituels quotidiens, visibles et invisibles, maintiennent l'équilibre de la ville, mais ils distinguent aussi ceux qui y vivent de ceux qui ne font que la visiter. Chaque cérémonie, chaque prière devant un autel, chaque geste répété avec précision rappelle que Kyoto transforme ou rejette. Ceux qui en comprennent les codes peuvent y trouver beauté, calme et une profonde connexion. Ceux qui ne se sentent pas étrangers, même après des semaines, tiraillés entre admiration et frustration. Ici, la spiritualité n'est pas abstraite, elle est pratique, concrète et exige le respect. Et en cela, le caractère de la ville se reflète. Implacable, sélectif et exigeant. Kyoto n'est pas une destination que l'on peut apprivoiser émotionnellement. Ce n'est ni une carte postale, ni un décor onirique pour touristes naïfs. C'est un miroir. Il révèle la discipline, le désir contenu, la perfection et aussi les zones d'ombre de ceux qui cherchent quelque chose de plus profond que sa surface. Quiconque arrive à Kyoto, en ne s'attendant qu'à la beauté et à la tranquillité, découvrira vite sa véritable leçon. La ville mesure, observe et transforme. Chaque rue, chaque temple, chaque regard recèle un défi silencieux. Kyoto n'est pas pour tout le monde et n'a jamais prétendu l'être. Ici s'achève le voyage. Mais une chose demeure claire. La plus belle ville du Japon n'enchante pas seulement les yeux. Elle exige de comprendre l'âme qui l'anime, de respecter ses règles tacites et d'accepter qu'à Kyoto, la vie se déroule selon un code non négociable.